Aujourd'hui, on vous parle d'inventeurs. Hello. Hello. Bienvenue dans Chez Laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler d'Inventors. Of the Soft Tigris. Les mensurations, c'est du 1 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes, on y est largement. Oui. C'est du 12+. Aux manettes, c'est comme d'habitude MJ McDonald, comme diraient les Incredibles, ça se passe comme ça. Et Sean Phillips. SG McDonald, c'est Sean Phillips, le couple qui nous a fait les autres voilà. Opus. Ouais, toute la série bleue, donc on était du côté du nord, la série rouge, on était du côté de l'ouest, je suppose que la suivante sera du côté de l'est. SG McDonald, c'est arrivé que plus tard. D'ailleurs, personnellement, je pense qu'on voit la différence à partir du moment où il a rejoint Sean Phillips et qu'ils commencent à travailler, ils ont commencé à travailler ensemble sur les designs, clairement. Les graphismes, c'est Zomico, hein. Bon, ça en aime ou on n'aime pas, moi personnellement. C'est pas le manquer. Les troncs. Voilà, c'est l'illustrateur qui a fait toute la série, hein, de toute façon. Tous les graphismes quasiment, sauf ceux qui sont un petit peu à part de toute cette trilogie. Donc là, c'est le frère de Sean Phillips. Ouais. Qui fait ça. Notamment, je pense à... Circadien. Oui, que j'ai détesté. Circadien. On a le mur d'Adrien qui est dans cette gamme-là, mais qui n'est pas fait par Sean Phillips. Hein, voilà. Donc la version française arrive chez Pixie Games en Q1 2025. Ici, on est bien entendu chez des Garfield Games. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est la maison d'édition, de toute façon, de Sean Phillips. Le pitch. Est-ce qu'il en faut un pour ce genre de jeu? Je pense qu'il y a 5 lignes dans la règle de mémoire. Donc ça se passe en 850 avant Jésus-Christ. Bagdad est le lieu de rassemblement de pas mal de grands têtes pensantes du monde, hein, mathématiciens, physiciens, astronomes, etc. Et ces gens-là collaborent pour créer des inventions, pour essayer d'impressionner le plus possible. Notamment le calife, mais aussi leurs contemporains. Donc voilà, c'est très résumé, c'est un Eurogame, on s'en fout très rapidement. La mécanique principale, on est sur du placement d'ouvriers, qui est en fait du placement de dés. Et c'est pas sur un plateau... Il y a du placement d'ouvriers aussi. Hein. Il y a placement d'ouvriers, placement de dés. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que du placement de dés. Donc le placement de dés, par exemple, va se faire sur des plateaux individuels. Par contre, le placement d'ouvriers, là, va se faire sur un plateau central. C'est ça. En tout cas, il y aura aussi de l'engine builder, hein, je suppose. On va essayer de monter son petit moteur avec des tuiles qui vont nous permettre de donner des petites actions en plus. Oui, sur le workshop, oui, il y a côté engine building, c'est vrai. Il y a de la réalisation de contrats, hein, donc aussi. Non, c'est beaucoup ça. Moi, comme souvent dans les Eurogames. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mécanique, beaucoup de choses qui s'imbriquent. Ouais. On va en revenir. Le twist, ou les twists, tu as quelque chose à relever de totalement particulier où on s'est dit, ça c'est vraiment, on n'avait pas vu ça? On va dire que c'est vraiment très très original, mais il y a le système de la tour. Le système, en fait, il y a différentes ressources en fait. On a évidemment les dés qu'on va placer, donc qui peuvent être considérés comme des ressources. Ouais, les escaliers. Ouais, on a les cartes, ça c'est classique aussi, qu'on peut dépenser aussi, on va essayer de les construire, mais on peut aussi les dépenser pour avoir des ressources, donc ça c'est assez classique. Mais il y a ce système de tours, en fait, on a des artisans qu'on va payer pour notamment construire ou publier nos inventions. On en parlera un peu plus tard dans les concepts. Mais donc ces ouvriers sont représentés par des disques qui sont sur des tuiles qui sont empilées l'une au-dessus de l'autre en forme de tour. Et en fait, chaque fois qu'on va payer un ouvrier, donc on doit utiliser un ouvrier pour construire une invention, on va le faire monter d'un étage, donc monter d'une tuile en hauteur, et on va le retourner pour l'épuiser. Et à un certain moment, si on vide la tuile qui est la plus basse, donc tous les ouvriers sont montés, donc ils vont faire que monter en fait au fur et à mesure de la partie. Ils vont coûter de plus en plus cher au fur et à mesure qu'ils montent, mais en même temps, la tuile qui est la plus basse, on va la retourner et la placer en haut de la tour. La première fois, on va la retourner. Après, si elle revient une fois en bas, on la défaussera. Ça veut dire qu'on commence à arriver au sommet de la tour. Et les ouvriers, plus ils vont monter, plus ils vont coûter cher pour construire les inventions et les publier, mais plus ils vont rapporter de points aussi à la fin. Donc il y a cette espèce de couteau à double tranchant sur le fait qu'on a envie de les faire monter pour gagner des points à la fin, mais en même temps, chaque fois qu'on les fait monter, chaque fois qu'on invente,
ben, ils vont coûter plus cher la fois suivante. Et ce système est vraiment bien fait, et assez original. Je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu ça. Ce système de ressources dont le coût augmente, mais qui finissent par rapporter des points de victoire à la fin. C'est vraiment pas mal pensé. Ouais, c'est vraiment le twist principal du jeu. Après, le reste est fort classique. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. Ça ne se démarquera pas d'un autre jeu en disant ouais, ça on n'a jamais vu autre part. Sur le fond, non, mais on peut parler quand même aussi un peu du système d'invention, puisque les joueurs vont collaborer pour ces inventions, puisqu'il y en a le joueur qui va la découvrir, ne sera pas nécessairement le joueur qui va la construire, ne sera pas nécessairement le joueur qui va la publier, ni celui qui va la tester. Et tester, c'est optionnel. Donc ça c'est original. Et le système comment je vais dire, le flow en fait d'évolution de ces inventions est assez particulier. Et c'est pas dire que ce soit courant. Moi, j'avais jamais vraiment vu ça tel que c'est présenté. C'est ce système de profiter du travail des autres et tout ça. On l'avait vu dans le précédent opus, hein, sur Erudit, par exemple. Oui, mais c'est vraiment poussé, vraiment. Et le système de coût, en fait, quand on paie un coût, donc pour passer d'une étape à l'étape suivante. Donc, par exemple, quand on paie un coût pour avoir l'invention, donc pour imaginer l'invention, faire des plans. On va mettre une tuile qui va nous rapporter un bonus, mais qui deviendra sur l'autre face le coût pour après la construire, etc., etc. Donc chaque fois, il y a cette espèce de notion de bonus, mais de coût qui va se... Donc en fait, on décide au moment où on participe à une étape, on décide du coût quasiment de la prochaine étape. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal fait aussi. C'est pas quelque chose nécessairement de très courant non plus. Donc il y a quand même une certaine originalité. Quand on joue à Invention, on ne se dit pas c'est un jeu qui révolutionne le Schmilblick ou le Eurogame, mais on a quand même des petites sensations qui se disent ah tiens ça c'est quand même un petit peu original. Hein. Contrairement à pas mal de choses qu'on a jouées dernièrement, hein, dans l'Eurogame où il n'y a rien qui ressemble plus à un Eurogame qu'un autre, surtout dans l'Eurogame moderne. Là on est quand même dans un truc où on se dit ah, c'est quand même un petit peu différent. On n'est pas dans des jeux qui sont complètement différents, comme des Inferno par exemple, où là on a vraiment des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, mais on a quand même un petit goût quand même de... On se dit pas, tiens, c'est le même jeu que j'ai joué 5 minutes avant. Voilà. Autre chose sur le twist? Non. La tour, c'est le twist principal, mais comment je veux dire, le flow des inventions est aussi quand même un peu plus particulier qu'on ne pourrait le penser à première vue. La rejouabilité, la variabilité. Pas mal d'interactions, encore une fois, puisque les différents joueurs participent aux différentes étapes des inventions. On ne va pas nécessairement poser la même carte sur la même tuile, on ne va pas poser le même coup, le même tuile bonus sur le même truc. Oui, une partie ne sera pas une autre, on va jouer peut-être plutôt... C'est un jeu où il y a quand même des stratégies, hein, on va essayer de pousser certaines choses plutôt que d'autres, même si les inventions, ça reste évidemment clairement le cœur du jeu, hein, contrairement à un autre jeu dont on sera obligé de comparer à un certain moment, on en parlera après. C'est vraiment le cœur du jeu, il faut vraiment passer par là, mais il y a en même temps des petites choses, des majorités par-ci, des petits trucs par-là. Et donc chaque partie, vu l'interaction, sera forcément relativement différente. Hein. Même si encore une fois, au bout du compte, comme dans tout Eurogame, on fera la même chose pour y arriver. Le poids à la cible, c'est du 4,31 sur 5. Est-ce que c'est de l'expert? Ça ne veut rien dire, mais oui, c'est de l'expert. C'est de l'expert, oui, parce que c'est certainement le plus costaud à l'heure actuelle de toutes les séries, des 3 séries confondues en tout cas. Donc là, je pense que avec Erudit, il était déjà monté d'un step, mais bien comme il faut. Ici, on a encore un step au-dessus. Un petit step au-dessus d'Erudit, ouais, je dirais, ouais, parce que c'est un petit peu plus complexe, parce qu'il est plus opaque. Encore une fois, puisque les différents joueurs participent aux inventions, et tout le scoring est à la fin. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui crée une certaine opacité sur où on en est. Et, oui, non, on est clairement dans l'expert. Et personnellement, ce que je disais tout à l'heure, on va le comparer forcément à Invention de Lacerda. Personnellement, il est plus expert qu'Invention, parce que le jeu ne bride en aucun cas, à part évidemment si on n'a pas les ressources, on reste dans l'Eurogame, hein, si on n'a pas prévu, on n'a pas les ressources qu'il faut pour faire. Mais le jeu ne vous met pas sur certains rails. Là où dans Lacerda, le jeu lui-même vous dit ça vous pouvez pas faire, ça vous pouvez pas faire, ça vous pouvez pas faire, voilà ce qui vous reste comme option. Ici, c'est pas le cas. Le matériel, c'est toujours la grosse force des jeux de Chad Phillips. Donc, par exemple... Surtout le coût, le rapport. C'est justement, j'y venais, c'est que, surtout pour les versions françaises, on arrive à un jeu à 40-45 €, ça dépend où vous l'achetez, avec
un matériel qui tient la route. Enfin, il n'y a rien d'extravagant dans le matériel, mais le matériel est pléthorique. Et pour 45 €, vous n'êtes absolument pas volé, mais largement pas. Hein. Dans d'autres maisons d'édition, vous êtes à 60 € pour un jeu comme ça. Et donc ça, c'est vraiment la toute grosse force. C'est vraiment pas cher. La toute grosse force du jeu. Donc, par contre, ici, on a remarqué, c'est du détail, mais parce qu'il y a pléthore de dés, il y a une brouette de dés, vraiment, qui ne sont pas de top qualité parce qu'il manquait des points, donc les points noirs avaient disparu, et ce genre de choses. Maintenant, on peut, encore une fois, pour le prix, on peut absolument pas crier au scandale pour ce genre de choses. Si vous avez déjà joué à des jeux de Sean Phillips, vous serez pas surpris du matériel qu'il y a dedans. C'est quelque chose que, de toute façon, il a tendance à faire tourner. C'est les mêmes formats de cartes, bien entendu, avec le même illustrateur et tout. L'épaisseur du plateau est bonne, l'épaisseur des cartes est bonne. Les dés, cette fois-ci, c'est moyen. Voilà. Après, vous avez plein de meeples sculptés, un peu, qui vont dans tous les sens. Donc, non, il n'y a pas à ce point. C'est très bien, c'est franchement bien et pour le prix. Cette trilogie avec les grandes boîtes, parce qu'avant il était dans un format de boîte un peu particulier. Oui, c'est mieux. Il faut un chausse-pied, comme même encore récemment à Ezra et Nehemia, où il fallait un chausse-pied pour tout rentrer dedans. Ici, mais j'avoue, dans celui-ci, il n'y a pas d'insert d'ailleurs. Par exemple, dans Voyageur, il y a un insert qui est déjà prévu pour les extensions. Ici, il n'y a pas d'insert, parce que s'il y avait un insert, je pense qu'on ne peut plus tout remettre dedans, ou alors vraiment au chausse-pied si vous voulez ranger un minimum correctement le truc. Donc oui, donc, la boîte, elle dégueule de matos. Il n'y a rien à dire là-dessus, et il est de bonne qualité, tout à fait correct, surtout si on compare par rapport au prix que Garfield propose. Mais ça c'est cool, et donc il faut vraiment le signaler, parce que je sais bien que les maisons d'édition font pas mal d'efforts sur les prix pour le moment. Parce que ça encore comme jeu expert à 45 €. Donc il se démarque largement de cette gamme à prix totalement abordable. Quand on voit une invention à 160 €. Après, évidemment, il y a une édition qui est largement au-dessus, mais bon, est-ce que 145, 160 €, il y a quand même, il y a quand même plus de 100 € de différence? Est-ce que c'est justifié? Nos avis, c'est bien, c'est vraiment bien. Comme on l'a dit, on est clairement dans l'expert, même si pas mal de gens n'aiment pas ce terme-là, moi non plus. On est clairement dans... Il monte de plus en il monte de plus en plus haut dans la complexité. Ça tourne parce que ça reste logique, parce qu'il y a une réelle imbrication. Donc c'est une des premières fois où je ressentais une telle puissance dans l'imbrication de ces mécaniques. Parce que pour aller au point D, il faut bien entendu passer par le B, le C, mais le B est totalement nébuleux, le C l'est encore plus pour arriver au D. Surtout qu'il y a un besoin de planifier. Il faut tout est tendu, il faut vraiment une grosse anticipation, parce que il faut que son travailleur soit du bon côté, il faut surtout avoir l'argent c'est un des premiers Garfield où je me suis dit waouh, c'est quand même vachement tendu sur l'argent, quoi. Même chose un peu l'ordre dans Scolaire. Ouais, effectivement. Effectivement. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas directement, qu'il faut générer par des moyens détournés. Sauf en fin de manche, évidemment, mais il n'y a que 4 manches. Donc. Ouais, on ne peut pas se dire, on laisse tomber un pan. Donc on ne peut pas se dire, ouais, celui-là, ça, je ne joue pas. Mais non, parce que ça devient super important. Donc moi, j'ai perdu la partie sur un des pans que j'avais négligé. Donc le pan qui faisait le tiebreaker à la fin, c'est de monter sur les bateaux. Donc c'est du costaud. Je trouve ça long, malheureusement. Je trouve ça très long. On a joué à 3, qui, je pense, est sa meilleure config. Je pense vraiment que ça... à mon avis, 2, il va tenir la route. Je vois pas pourquoi il ne tiendrait pas la route à 2. Oui, clairement, ça c'est sûr. Ce sera indéniable là-dessus. Et côté des majorités aussi, c'est plus... J'ai pas envie de le jouer à 4, par contre. J'ai pas envie de le jouer à 4. J'ai beaucoup aimé ce système de guilde où en fait, dans Érudit, vous mettiez un maximum de ressources dans vos guildes pour avoir des majorités. Et en fait, là maintenant, ce que vous mettez dans les guildes, ça devient une ressource. Parce que ça paye une certaine partie des actions que vous allez faire sur le plateau central. Et donc ça, j'ai trouvé ça quand même très malin. C'était très intéressant. Dans les trois jeux de Tigre du Sud, il y a des guildes, et c'est de loin celui où elle est la mieux gérée. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Parce qu'on se dit, tant pis, si on a perdu la majorité, tant pis. Mais, parce que moi, il y a des fois, je n'y ai pas été pour ne pas dépenser, justement, pour essayer de conserver cette majorité. Et donc, ce choix est super intéressant. C'est vraiment très, très intéressant là-dessus. Donc là, j'ai rien à dire. Donc, point négatif, c'est trop long pour moi, je trouve. C'est bien dommage, parce que au final, à la fin, j'avais envie que ça se termine. Donc c'est peut-être parce que je ne suis pas rentré dedans à 100%, ou peut-être l'humeur du jour. C'est un jeu qui demande à être joué aussi. C'est clairement un jeu qui demande à être appréhendé. Je pense que la courbe de progression est belle, même si on s'en est pas mal sorti, je trouve, à la première partie. Comparé, on est habitué aussi à jouer. On a joué avec quelqu'un qui l'avait déjà joué à 2-3 reprises, je pense. Et au final, la différence n'était pas énorme en termes de points. Je ne sais pas quoi dire d'autre. À mon avis, je rebondirai sur ce que tu pourrais dire, mais je vois rien qui saute en disant ah si, ça je l'ai. Je l'ai, mon point négatif. Mais je vais te laisser dire. Jusqu'au bout. Ok. Alors, donc, il y a du lancer de dés. Donc, comme dans pas mal de jeux, dans Érudit... Ça m'étonne que tu ne mentionnes pas. Dans Érudit, il y avait du lancer de dés, tout ça. Et si on peut faire un parallélisme qu'on a eu justement avec Civolution, qu'on n'a pas tourné Civolution, peut-être qu'à un moment donné, on le tournera. C'est par manque de temps. Par manque de temps, oui, bien sûr. Où là, Fell, c'est du dé, donc vous lancez une brouette de dés et vous devez tirer votre plan avec ça. Généralement, il y a des modulateurs dans tous les sens, ce qui arrive à Civolution. Ce qui n'est pas le cas ici. Dans l'inventeur, parce qu'il n'y a pas de modulateur. Par contre, il y a un système pour faire monter vos dés de valeur. Et donc, c'est du placement de dés, où vous allez devoir y aller avec une certaine force pour pouvoir faire un certain niveau d'action. Donc, il n'y a aucun scénario où un petit dé est plus intéressant qu'un grand dans un moteur. Il faut des gros dés. Ouais. C'est mieux en tout cas. Oui, c'est ça. Et donc il faut des gros résultats de dés. Pourquoi? Parce que si vous voulez par exemple publier ou inventer ou quoi, il va vous falloir une valeur minimum. On va vous demander du 8, du 10, du 12 en fonction des points de victoire qu'elles vont ramener. Enfin tout ça est plus ou moins bien équilibré. Et donc si vous faites des lancers de dés pratiquement toute la partie comme ça m'est arrivé, c'est assez rare que ça m'arrive d'être poissard à ce point-là, mais je pense que 80% du temps, j'ai fait des 1 et des 2. Donc encore une fois, il a mis des systèmes en place pour faire monter ce volume de dés. Donc vous allez devoir faire des petites actions sur votre plateau personnel qui vont faire dire, vous montez un dé, vous montez 2 dés. Et donc s'il monte un step, il va prendre un +1 en valeur. Si vous arrivez à le monter tout en haut, ce sera un 6. Quoi qu'il a, peu importe la valeur que vous aurez. Et bien donc, moi, j'ai été impacté par ce genre de choses, et j'ai trouvé, comme dans Civolution, pourquoi on fait ce parallélisme, c'est parce qu'on l'a joué il n'y a pas si longtemps que ça, c'est effectivement, quand on a des modulateurs, ça se passe plus ou moins bien avec Fell, plus ou moins. Tandis qu'ici, j'ai été bloqué sur certaines actions, et au final, j'ai dû passer, parce que la valeur de mes dés ne me permettait pas de continuer de jouer. Par contre, quand vous passez, votre tour n'est pas spécialement terminé. Vous allez toujours pouvoir faire des actions minorées, tant que tout le monde n'a pas passé. Et donc, ce système-là est super bien aussi. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Le fait de continuer de jouer, malgré que vous ayez passé. Bon, bien entendu, vous n'allez pas faire des actions majeures. C'est étonnant que ce n'est pas un système qui est très répandu. Pourtant, c'est un système qui existe depuis très longtemps. Dans des 3, dans des Kailus, où il y a un système où on peut continuer à récupérer des... Bon, je ne vais pas dire faire des actions. Ici, on a plus un choix d'action. C'est pas juste qu'on gagne un bonus à chaque tour, c'est qu'on peut refaire une action minorée. Donc ça, c'est vraiment bien pensé aussi, parce que quelquefois, on peut quand même récupérer pas mal, et on peut notamment refaire fonctionner sur le workshop, qui est quand même, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Ça n'impactera pas les actions principales, c'est-à-dire vous placez sur une carte que vous aurez. Ça ne touchera pas ça. Mais c'est quand même ça, c'est vachement bien. Mais encore une fois, voilà, on a 4 manches, ce qui est déjà bien assez parce que c'est très très long. On a 4 manches, et à une des manches, j'ai dû passer assez tôt, parce que j'avais justement utilisé ces actions pour faire monter mes dés. Parce que c'est une catastrophe phénoménale. Et donc, au final, les autres ont continué à jouer, à faire des actions principales. J'ai fait mes actions minorées, bien entendu. J'ai continué à jouer. Ça, c'est vraiment très, très bien. Mais c'est quelque chose qui m'a touché, franchement. Et c'est quelque chose qui impactera mon avis sur le jeu, je pense. Ça, c'est sûr, quoi. Je vais rebondir directement là-dessus, parce que pour tout ce qui a été dit avant, je suis quasiment raccord. Là-dessus, je suis carrément aux antipodes. Si on le compare à Civolution,
Ici, il y a vraiment moyen de ne pas avoir de soucis de dés. J'ai lancé aussi pas mal de fois des petits dés, mais en fait, en faisant des actions, quelles qu'elles soient, mais les actions principales, on peut faire monter ces dés. Et ces dés, ils montent de 2 étages, et ils sont assises. Donc, dans le Feld, il faut générer des modificateurs de dés. Et dans le Feld, donc dans le Civolution, je dis dans le Feld, dans le Civolution, il faut associer 2 dés pour faire une action. 2 dés en général différents. Et le problème, notamment dans la partie que j'ai eue, c'est que j'ai lancé plusieurs fois des brouettes de dés qui donnaient le même résultat. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'on ne sait rien faire. Alors oui, on peut avoir des modificateurs de dés, etc. Mais il faut faire des actions pour le faire. La différence aussi ici, c'est que on le fait en faisant les actions principales. Donc moi, j'ai absolument pas ce souci-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire des meilleurs, qui auront plus facile parce qu'ils vont faire des meilleurs résultats de dés. Mais dans Civolution, j'en suis persuadé, quelqu'un qui va faire que des bons lancers, toute la partie où les astres vont s'aligner, contre quelqu'un qui va lancer des mauvais dés, toute la partie, ou vraiment qui a la malchance, ce dernier ne peut pas gagner contre quelqu'un qui aligne les astres. C'est impossible. Ce qui n'est pas le cas dans Inventor. Bon, ceci étant dit, après les avis divergent. Mais je ne vois pas. Je pense que le problème que tu as eu, c'est simplement que tu as mal joué. Et je ne dis pas que j'aurais fait mieux. Je dis que tu n'as pas pris ça en compte dans certaines actions où tu peux quand même relativement facilement faire monter tes dés. Si. C'est pas compliqué de faire monter tes dés. Et ça fait partie de tes actions principales. Ouais, mais là où franchement, ça m'est arrivé à deux reprises dans le jeu. Je voyais ce que je voulais faire, je devais y aller. Je devais y aller avec une force de frappe assez conséquente, donc j'ai fait monter mes dés, et le joueur à côté de moi m'a pris l'action. Pourquoi ? Parce que lui, il avait lancé des 5 et des 6, il n'a pas dû faire monter ses dés d'abord avant d'y aller. Ça, c'est l'interaction. Dans le Feld, il n'y a pas de question d'interaction. Tu ne sais pas le faire, tu joues sur ton plateau. Oui, mais c'est pas ça de l'interaction. Ah, ça c'est la différence entre un jet de dés. Donc ça veut dire que si moi j'avais jeté des 5 et des 6, j'y aurais été à cette action-là avant lui. Lui, il y a été avant moi parce qu'il a acheté des 5 et des 6. Moi, j'ai dû faire monter mes 1, mes 2 pour pouvoir y aller. C'était trop tard, il avait pris la... N'importe quel jeu, c'est de l'opportunisme, ça s'appelle. Oui, mais donc... Ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est juste de l'opportunisme. Évidemment, si à un certain moment, ça se s'aligne pour quelqu'un, à un autre moment où ça ne s'aligne pas pour quelqu'un d'autre, oui. Mais c'est pas pour ça que c'est une conséquence du mauvais lancer de dés. C'est pas une mauvaise gestion de son jeu. C'est un moment T. C'est un moment T. Tu as raté l'action que tu voulais faire. Maintenant, il y a tellement de plans B et de plans C, de plans D dans le jeu que pour moi, c'est pas un souci. Bref, je pense qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Ah, mais on sera jamais d'accord parce que je ne comprends absolument pas ça. J'ai fait des mauvais lancers aussi. Ça m'a absolument pas perturbé parce que la plupart du temps, mes dés finissaient en 6. Quand ils commençaient en 1, ils finissaient en 6 après 2 actions. Donc, mais oui, on peut quelquefois rater l'option. Dès qu'il y a des dés, de toute façon, on peut rater l'option qu'on voulait. En même temps, c'est le même, s'il y a un draft de dés, si je vois le dé que j'ai besoin et qu'il y en a un dans l'ordre du tour qui est avant et qui prend le dé que j'ai besoin parce que c'est un 6 et puis qu'il ne reste plus que des 1, ben c'est le même principe. C'est du draft, c'est de l'opportunisme, c'est de l'ordre du tour, c'est plein de raisons. Bref, ou alors chacun joue dans son coin, il n'y a absolument aucune interaction. Mais ça, c'est une question de profil de joueur, de sensibilité. Moi, personnellement, en tout cas, ça ne m'a pas gêné dans Inventors, là où ça m'a extrêmement gêné dans Civolution. Ouais, mais enfin, admets quand même que ça a un impact sur le jeu. Ça a un impact sur ton tour, mais tu peux avoir un plan B. Dans Civolution, il n'y a pas de plan B. Vous verrez. Dites-nous dans les commentaires si vous avez joué aux deux, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, personnellement, l'Inventor, ça m'a pas gêné, alors que je suis en général très poissard sur les lancers de dés. Dès que je vois des dés, c'est une catastrophe. Pour revenir vraiment au jeu, c'est le plus complexe de la gamme, sans aucun doute. Un petit cran au-dessus des Scholars. Après, quand on termine la première partie, on se dit waouh, j'aurais fait beaucoup de choses différemment si je rejouais maintenant. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut aussi dire que c'est un jeu qui a une certaine complexité. Pas juste une complexité dans des règles, mais une complexité dans le fond de jeu. Il y a une opacité, il y a une inertie dans les actions, il y a pas mal de
facteurs qui font que le jeu n'est pas facilement maîtrisable. Le scoring en fin de partie uniquement. Il faut la visualisation de ce scoring aussi l'anticiper, c'est aussi assez opaque. Il y a pas mal de ressources, des ressources qui bougent, notamment parce que c'est pas juste, oui, il y a des ressources qui sont juste des pièces, on les paye à la banque et c'est tout, mais il y a des ressources qui sont les ouvriers qui avancent, en fait, chaque décision qu'on prend a plusieurs dimensions. On le fait pour l'action principale, on le fait pour les actions secondaires, on fait pour aussi préparer l'action suivante, en fait. Donc il y a une planification qui doit être extrêmement pointue pour faire quelque chose de bien. Parce qu'on peut très bien, dès le premier tour, faire exactement ce qu'on voulait, mais on nique tout le reste de notre séquence des tours suivants. Donc oui, c'est extrêmement intéressant, c'est assez prise de tête, on est fort concentré pendant la partie, il faut aimer ce genre de choses. Mais c'est extrêmement intéressant. Et la partie, entre guillemets, coopération, je mets vraiment des guillemets là-dessus, sur les inventions, est vraiment très, très intéressante. Surtout que ces inventions, quand on va placer donc notre influence, donc quand on va construire l'invention ou la publier, on pose notre influence sur l'invention, et ce sont des objectifs de fin de partie qu'on fera ou pas. Donc il ne suffit pas, comme dans beaucoup de jeux, de se dire ben voilà, cette invention-là, j'ai les ressources pour la construire ou la publier, mais c'est peut-être l'autre en fait qui est en dessous, pour lequel on n'a pas les ressources, mais c'est celle-là pour laquelle on pourra faire les objectifs le plus facilement, et c'est celle-là qu'on devrait viser. Donc encore une fois, il y a plusieurs dimensions à ce niveau-là, et c'est particulièrement intéressant. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon jeu. Est-ce qu'il est meilleur que Scholars? Il faudra voir sur le long terme, mais en tout cas, c'est parmi ce qui se fait le mieux chez Garfield et du couple SG McDonald de Shem Phillips, clairement. Je n'ai pas grand-chose à dire. Il correspond exactement à mes attentes. J'aime bien aussi des jeux où au départ, on nous dit voilà, il y a 4 tours de jeu, hein, 4 manches. Et voilà ce que vous avez. À la première manche, vous dites je vais inventer une chose, je vais en publier une et la partie va s'arrêter. Hein. On pense qu'on va rien faire du tout. Et puis finalement, au fur et à mesure, on commence à comprendre, on voit les tenants aboutissants, on commence à dire ça je fais ça, faire comboter certaines choses. Voilà. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, à la fin de la partie, on se dit ouais, j'aurais quand même dû faire ça, plutôt que ça, plutôt que ça, plutôt que ça. Le workshop aussi, c'est quelque chose qu'on a envie de développer, puisque c'est le côté engine building dont on parlait au début, qui nous permet de récupérer des ressources, etc. Mais c'est extrêmement coûteux de le faire, ça demande pas mal de planification aussi, et pendant ce temps-là, on ne fait pas les actions justement d'invention sur lesquelles on va passer des objectifs, etc. Donc c'est très très intéressant. Voilà, moi je dois dire que je suis assez conquis par ce genre de jeu. C'est pas un jeu que je jouerai tous les jours, c'est pas un jeu où je vais enchaîner 2 parties, parce que quand on sort d'une partie, voilà, on se dit c'est bon. Le bémol comme Cédric, c'est un peu long, mais c'est la tendance des jeux actuels. Mais contrairement à beaucoup qu'on a joué récemment, on se dit pas à la fin, on a été au bout, c'était trop long pour ce que c'était, parce qu'à la fin ça patine quoi. Ici non, à la fin ça patine pas. On est toujours un petit peu, on se dit toujours, ah putain, si j'avais ça, cette ressource-là, je pourrais encore faire ça. Il nous restait beaucoup de choses à faire, alors qu'encore une fois, au début, on se dit, je ne ferai rien du tout. On fait pas mal de choses, mais on se dit qu'on aurait pu faire nettement mieux, et que la partie suivante sera meilleure. Donc, comme tu disais, la courbe de progression est quand même, je dis pas qu'elle est abyssale comme dans un pipeline par exemple, mais elle est quand même bien présente. Un joueur qui a un peu d'expérience, qui a déjà fait quelques parties, sera fortement avantagé par quelqu'un qui joue pour la première fois, ça c'est clair et net. Voilà ce que je peux dire. Ouais, donc je pense qu'on a assez raccourci sur cette histoire de... Ah, on ne sera jamais d'accord là-dessus, parce que je ne comprends absolument pas ce que tu veux. Mais, au niveau du workshop, par exemple, c'est une évidence totale qu'on va essayer de le remplir le plus vite possible. Et je pense qu'il y a 9 emplacements sur le workshop. Et je finis la partie, donc on a déjà une tuile de base. Hein, je pense que c'est 3 x 4, 12, je pense. Ah, j'aurais dit 9, mais enfin bref, c'est 9 ou 12, mais pour au final finir la partie avec 2 tuiles. Pourquoi? Parce que pourtant c'est une évidence, hein, parce que si vous faites ça, vous allez faire plus de choses. En même temps, tu n'as pas joué le bateau, si tu ne joues pas le bateau.
Je suis deuxième sur le bateau. Mais au final, si vous upgradez votre workshop comme un taré, vous n'allez pas faire autre chose. Et donc, c'est toujours au détriment d'autre chose. Et donc, comme par exemple à Unconscious Mind, qu'il ne faut pas qu'il y ait un bûcher au qui arrive, où à la moitié de la partie, le workshop était blindé, sa mère, que les tuiles débordaient de tous les côtés. Ici, jamais de la vie. L'exemple inverse. Jamais de la vie, ça arrive, ça. Vraiment. Ou alors, si vous faites ça, je serais curieux de connaître vos points à la fin de la partie, quoi. Parce que... les tuiles de workshop rapportent un peu de points, mais enfin, c'est rien comparé aux inventions, parce qu'il n'y a pas d'objectif dessus. Et donc, je trouve ça c'est vraiment le gros point positif de ce jeu, c'est on va peser tout ce qu'on va faire, parce que si on fait ça, on ne va pas savoir faire peut-être autre chose. Et donc, si on fait ça, on va peut-être nous retirer des points de victoire d'un côté pour essayer d'en prendre de l'autre. Voilà. Et donc, toute cette réflexion est vraiment très, très belle là-dedans. Et alors, ce système de guilde qui fait que ça devient une ressource, là, c'est juste phénoménal, quoi. Je trouve que c'est vraiment le plus principal du jeu. Ça, c'est j'avais pas encore vu ça, et c'est vraiment bien foutu. Parce qu'en plus ça avance aussi, j'ai oublié de dire, plus ça avance, plus ça améliore notre revenu aussi en fin de manche. On a envie vraiment de le pousser, et en même temps, on freine des deux pieds, parce qu'on se dit, après, c'est trois pièces par artisan qu'il faut payer. Et en général, une invention, quand on l'a construit. Ça, c'est les escaliers. Moi, je parlais de la guilde principale, mais le... Ah oui, le système de guilde, le guilde qui sont des ressources. Je pensais que tu parlais de mais ça aussi, vraiment, on se dit, c'est bien de monter, on voit les points de victoire s'engranger et tout, mais au final, quand il faut raquer... Quand on a une invention, au départ une invention, s'il y a trois artisans qu'on doit utiliser, c'est 3 pièces. C'est 3 artisans. Quand on avance, c'est 9 pièces. Donc, voire plus, il y avait des artisans qui étaient plus chers. Et encore une fois, ces revenus, il faut les générer de manière indirecte, il n'y a pas d'action directe. Parce que l'argent est tendu, vraiment, ça coule pas à flot. Il vient par moment, en fait, mais on le dépense relativement vite aussi. C'est un petit effet Underwater Cities, où quand vous faites vos revenus, vous êtes de l'américain, vous avez fini de jouer, ça y est. Vous cherchez où vous pouvez gratter, parce que ça ne va plus. C'est pas un Salton Sea non plus, par exemple. Là, tu récupères 3 pièces, il t'en manque 10 le tour suivant. C'est pas encore ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus tendu. Ça me rappelle un petit peu l'or dans Scholars. En même temps, il y a des parties où tu vas en avoir beaucoup et des parties où tu vas en avoir beaucoup moins. Ça dépend un petit peu de ce que tu as, notamment du workshop. Parce que c'est une manière de récupérer des ressources, c'est le workshop. Mais c'est vrai que le workshop, on n'a pas vraiment joué, en tout cas. Celui qui avait le plus d'expérience sur le jeu ne l'a pas spécialement poussé beaucoup plus loin que nous. Mais je pense qu'il faut le jouer un petit peu au début, et comme souvent dans ce genre de jeu, quand il y a un côté engine building, c'est quand basculer de la construction du moteur à la construction, à la recherche de points de victoire. Et donc si on se concentre trop longtemps sur ce moteur, finalement, on n'a plus le temps de l'utiliser, il va tourner moins souvent, il va rapporter pas mal, mais il va tourner moins souvent. Et ça va rallonger les tours en plus. Et deuxièmement, ça va... Par contre, je pense, si c'était à refaire, je développerais quand même plus dès le départ. J'irais là-dessus, plutôt que tour 1 à inventer ou construire une invention. Je pense qu'on peut perdre un peu de temps là-dessus, c'est dans le temps qu'on investit pour après être plus performant sur la longueur. Ouais. Et là aussi, si votre marché est trop costaud, ça va rallonger les tours. Mais vraiment, parce que c'est toutes des micro-actions en fait, que vous faites. Et donc, c'est un peu les tours en or et ça devient... C'est la mode des jeux à combo. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que n'importe quel éditeur, c'est le point commun de la plupart de ces gros Eurogames où il faut que ça combote dans tous les sens, quitte à perdre le compte de ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai que je suis pas nécessairement très client, mais je dois dire qu'ici ça fonctionne quand même pas mal. C'est pas non plus à exagérer comme dans certains autres que j'ai pu jouer récemment. C'était ta copie, tu l'as pris sur Kickstarter, tu n'as même pas entendu qu'elle arrive en boutique, pourtant c'est la même chose. Mais voilà, donc... C'est juste pour avoir dans la chronique. Il est coté 7,9 sur 10 par 300 avis pour le moment, donc je pense que sa cote est plutôt pas mal. Moi je l'aurais peut-être même mis un tout petit peu plus haut, peut-être, mais de toute façon après... Encore une fois, personnellement, en termes d'espace décisionnel, on est largement au-dessus de l'invention de la Lacerda, mais largement, sur un même thème je parle. Et sur la cohérence des actions par rapport au thème, là on est des années-lumière, parce que dans la Lacerda ça n'a aucun sens. Bûcher laurier ? Ce sera un laurier. Est-ce qu'il y a un suspense ?
Ce sera un bon gros laurier dans mon cœur pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo. Érudit est encore plus haut pour moi. J'ai plus de plaisir à Érudit que dans Inventors, mais si on me dit on fait une partie d'Inventeur, direct, oui, sans hésiter une seule seconde. Mais je préfère Inventeur. Je préfère Inventeur parce qu'il a ce côté plus opaque et moins classique. Mais c'est purement une question de goût. Il y a certains trucs certaines personnes qui vont dire peut-être il y a un peu too much par rapport. Ce que là, c'est un peu plus pur en fait. Autre chose? Je pense pas. J'ai été suffisamment bavard à mon avis comme d'habitude. Ouais, c'est ça. À bientôt. À très bientôt. Salut. Salut, ciao.